Mon chat il continue à m'attaquer, je pense qu'il est jaloux dès que je parle et que je m'occupe pas de lui. J'ai cette bête sauvage qui m'attaque tout le temps. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Turtle Lightness. Aujourd'hui, je souhaite rajouter quelques points qui me semblent importants par rapport à mon épisode numéro 1, l'effondrement, la nuit noire de l'âme. Donc je vous dis, c'est 4 nouveaux, j'arrive pas à le faire, c'est 4 nouveaux points maintenant. Le premier point que je souhaite aborder qui me semble super important et j'en ai pas du tout parlé, c'est qu'un effondrement psychologique peut être causé par de nombreuses choses, dont des troubles totalement physiques, que ce soit une tumeur, un cancer, un dérèglement hormonal, des maladies auto-immunes. Voilà, il y a beaucoup de facteurs purement physiques qui peuvent engendrer un trouble du comportement, de la psyché tout simplement. Il y a le cas de Susannah Kaalan, je ne sais pas si je dis bien, j'espère que j'écorche pas trop son nom, qui a écrit un livre, il est adapté en film que vous pouvez trouver sous le nom de Brain on Fire. Ouais, je fais mon anglais, il est génial. Et j'ai trouvé ce cas hyper intéressant parce que c'est une nana qui du jour au lendemain commence à s'effondrer psychologiquement, avoir comme des allus, enfin elle finit super mal quoi. Et en fait, elle est persuadée qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, mais que ce n'est pas d'ordre psychologique justement, même si c'est son esprit qui est en train de briller, elle sent que c'est pas lié à ça. Et au bout d'un mois, je crois, de recherche, où ils sont à deux doigts d'un peu baisser les bras et à se dire qu'elle va de toute façon finir en hôpital psychiatrique, voire mourir tellement elle allait mal tout simplement, et ils découvrent qu'elle a une maladie auto-immune qui, me semble, provoque une inflammation de son cerveau et ce qui causait tous ces symptômes. Du coup, avec le traitement adapté, tout est revenu à la normale. C'est pourquoi, quand il se passe quelque chose chez vous, allez voir un médecin pour savoir si ça ne fait pas partie de ces causes-là, que ce n'est pas physique. Dans mon cas, j'ai su que c'était purement psychologique parce que je le sentais au fond de moi, parce que je sais pas, c'était une intuition. Après, j'ai quand même été voir des médecins. Ça m'a pas empêché de demander de l'aide au corps médical, loin de là. Mais je sentais que voilà, c'était pas des médicaments qui allaient m'aider à me sortir de cet état. Après, moi, concernant toutes les formes de maladies existantes, que ce soit physique ou psychologique, pour moi, c'est toujours intéressant d'essayer de trouver la cause, la vraie cause profonde. Par exemple, sur le cas de Susannah, pourquoi elle a eu cette maladie auto-immune? Qu'est-ce que son corps essayait de lui dire? Quelle chose dans sa vie aurait peut-être amené son corps à développer cette maladie auto-immune? Pourquoi tu as une dépression? Pourquoi tu fais un burn-out? Pourquoi tu as un cancer? Pourquoi patati patati patata? Pour moi, c'est super important de se demander, mais ok, je suis malade, j'ai ça qui va pas, mais pourquoi? En fait, pour moi, la plupart des maladies, qu'elles soient d'ordre physique ou psychologique, ont une cause, sont un message que le corps donne, et ça me paraît super important d'essayer de le décrypter, de le comprendre, pour éviter justement que ça revienne d'une autre façon et de réellement en guérir. Et ce que j'aime beaucoup, je me suis beaucoup inspirée de personnes qui avaient eu de graves maladies physiques et du coup psychologiques. Je peux du coup là-dessus me fier à ma propre expérience. Ces personnes qui se sont vraiment démenées pour s'en sortir et globalement de manière relativement naturelle. Après, il y en a qui s'en sont sortis grâce à la chimio, grâce au traitement, etc. Mais il y en a qui ont vraiment changé totalement de vie, que ce soit au niveau de leur hygiène physique ou de leur mode de vie. Et aujourd'hui, arrivent à remercier la vie de leur avoir donné ce type de maladie parce que ça leur a permis en fait quelque part d'enclencher une transformation telle qu'aujourd'hui ils sont plus heureux comme ça. Je ne dis pas que c'est le cas de tous ceux qui sont malades, etc. Mais j'aime beaucoup cette façon de penser, de se dire ok, il m'arrive ça, je vais essayer de comprendre pourquoi et de mettre en place dans ma vie les améliorations nécessaires pour essayer de m'en libérer totalement. Je ne peux pas assurer à 100% que ça va fonctionner.
Mais en tout cas, je pense que ça vaut le coup d'essayer. C'était pour le premier point qui me semblait important. Maintenant, deuxième point. Si tu traverses une nuit noire de l'âme, tu as vraiment cette sensation en toi de vivre un peu comme moi, un effondrement psychologique, purement psychologique, dis-toi, et moi c'est ce que je me suis dit assez rapidement et ça me donnait de la force, que c'est une invitation incroyable à un cheminement intérieur. C'est un dépouillement de toutes tes blessures, de toutes tes fausses croyances, de tous tes schémas inconscients. En fait, ça n'a fait que ressortir tout ce qui était déjà en toi, qui était dans ton inconscient et qui est remonté à la conscience. Et à mes yeux, c'est vraiment une chance en fait d'être un peu forcé à devoir les traiter. Le fait qu'elles apparaissent enfin au grand jour, même si c'est assez brutal, c'est une très très belle occasion de enfin se regarder en face et sous toutes les facettes et de nettoyer toutes ces choses qui nous encombrent, qui nous rendent lourdes, qui nous empêchent d'être heureux. Et quelque part, même si on se prend des grandes claques à la figure par des prises de conscience sur soi-même qui ne sont pas toujours agréables, je pense que dans cet état d'esprit, de se dire j'y vais pour me libérer, pour m'améliorer, pour être plus heureux, petit à petit tu retrouves une lumière qui était toujours là en toi, qui est, ça, encore c'est mon avis, mais qui est en chacun de nous, et de pouvoir enfin la laisser briller de tout son éclat. Et sachant que chaque personne est différente, chaque personne a aussi besoin d'une thérapie, d'un traitement différent. Et si moi je me suis beaucoup aventurée maintenant dans un chemin plus spirituel, orienté vers le bien-être, etc., et que ça me passionne et que je suis allée très loin, façon de parler, disons que oui quand même j'étais assez loin dans des raisonnements un peu métaphysiques, etc. Certaines personnes vont vivre la même chose et eux vont juste avoir un changement de vie radical pour faire ce qu'ils aiment vraiment, typiquement quitter le monde de l'entreprise pour aller élever des lamas au Pérou. Je ne sais pas, c'est un exemple totalement au hasard, mais l'idée est que chaque personne qui traverse ça, autant moi ça m'a vraiment poussé vers un côté un peu plus spirituel, mais ça aurait très bien pu juste m'indiquer toutes ces choses qui n'allaient pas dans ma vie, qui avaient besoin d'être changées pour que je sois plus alignée avec mes aspirations profondes. Et quand tu traverses cette nuit noire de l'âme, garde ça en tête, dis-toi qu'il y a quelque chose de très beau après. C'est clair? Ok? C'était mon deuxième point. Maintenant, le troisième point. Bien que mon effondrement, et avec le recul, je m'en suis rendu compte, soit principalement lié à des traumas psychologiques que j'ai eus dans mon enfance, voire dans des vies antérieures pour ceux qui y croient, le fait est que je faisais beaucoup de thérapie pour comprendre justement toute ma propre psychologie et comprendre qu'est-ce qui se passait vraiment moi, pourquoi j'avais telle angoisse, pourquoi j'avais telles idées, etc. Mais à côté de ça, je faisais extrêmement attention à mon hygiène de vie, c'est-à-dire que j'évitais de prendre de l'alcool, j'en prenais même plus du tout, pendant un bon moment j'en ai pas pris une seule goutte. Je faisais très attention à ce que je mangeais, j'essayais de manger beaucoup de fruits et légumes, j'évitais tout ce qui était sucre ajouté, industriel, etc. Je mange pas de viande, donc je mangeais pas de viande, j'essayais d'éviter tout ce qui était un peu inflammatoire comme le gluten, en tout cas c'est le cas pour moi. J'avais remarqué par exemple que quand je mangeais des oranges, pour moi c'est des oranges, ça me faisait du bien, ça me calmait. Il y avait certains produits naturels qui m'apaisaient. C'était pas miraculeux, mais ça me faisait du bien. Alors que quand je mangeais des choses lourdes, à base de sucre, à base de gluten, à base de choses comme ça, tout ce que je peux constater, c'est que dans tous les cas, ça me faisait pas de bien. Au contraire, j'ai l'impression que ça me plombait encore plus. Du coup, c'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire attention si tu es dans cet état. Essaye de donner à ton corps toute l'énergie, de la bonne énergie pour trouver suffisamment de ressources pour avoir la force de travailler sur le psychologique, parce que le psychologie c'est très très fatigant en fait, même pour le corps, c'est beaucoup d'émotions qu'on ressent, etc. Donc autant essayer de ne pas surcharger ton corps
avec une alimentation qui n'est pas adaptée et qui risquerait finalement de lui faire un peu de mal, allège tout ça pour finalement te donner pour pouvoir plus concentrer ton corps et ton esprit sur vraiment la résolution de tes traumas d'enfance et tout ça. Est-ce clair? Je ne sais pas si je suis très claire. Tout ça pour dire que le corps et l'esprit sont liés, donc si tu veux prendre soin de ton esprit, prends soin de ton corps. Et si tu veux prendre soin de ton corps, prends soin de ton esprit. Voilà. On est d'accord? Et évite du coup sucre, alcool, café, thé, gluten, viande rouge, surtout la charcuterie, produits laitiers. Et puis essaye de manger, si tu le peux, des fruits, de boire des bonnes boissons le matin, des jus d'herbe de blé, de cuire tes légumes à la vapeur, etc. etc. Vas-y à fond de tous les côtés. Voilà, ça c'était mon 3e point. J'arrive à mon dernier et 4e point. Après réflexion, et c'est une amie qui me l'a indiqué, donc merci à elle, j'ai peut-être été maladroite en parlant de la marijuana. Pourquoi ? Parce que j'ai dit que j'avais pris cette plante dans l'espoir de m'apaiser, comme si c'était un peu la dernière solution quand tu vas mal, c'est de prendre de la marijuana. Alors c'était pas du tout ça que je veux dire. La meilleure solution à cette époque, quand je l'ai prise pour essayer de dormir, c'était peut-être de comprendre pourquoi j'arrivais pas à dormir avant tout et quels changements je pouvais faire dans ma vie pour m'apaiser et être un peu plus épanouie, ce qui m'aurait permis d'être de meilleure humeur et du coup de mieux dormir, tout simplement. Donc non, j'encourage pas du tout les personnes à fumer de la marijuana comme dernier ressort, loin de là. Mais je ne blâme pas non plus ceux qui l'utilisent à ces fins-là. Par contre, je dis 2 choses en fait distinctes. C'est que pour moi, comme je l'ai dit avant, la marijuana est une plante maîtresse utilisée dans le chamanisme. D'ailleurs, ils l'appellent ganja, entre autres. Et je vais mettre dans la description un lien d'une nana avec qui j'ai beaucoup parlé à l'époque où j'allais mal et que je me posais beaucoup de questions d'ordre spirituel, qui est chamane et qui travaille avec l'ayahuasca. Elle a fait un article parlant de l'ayahuasca mais aussi de la marijuana et les effets qu'elle a et comment elle fonctionne et comment est son esprit, etc. Et c'est super intéressant et je trouve qu'elle résume extrêmement bien ma pensée sur le sujet. Il est en anglais, alors si tu le veux, je peux le traduire, ça me dérange pas du tout. Si tu parles anglais, tant mieux, comme ça tu peux le lire dès maintenant. En gros, ce qu'elle explique, c'est que la marijuana, quand tu la prends d'une manière assez respectueuse et dans une intention de développement personnel, comme elle est utilisée beaucoup dans le chamanisme, c'est un outil de développement personnel, et elle a cet art de refaire sortir les choses inconscientes en toi. Et ce qu'elle explique dans cet article que je trouve très intéressant, c'est qu'elle dit qu'en gros l'ayahuasca travaille avec toi, en gros c'est 20% ton intention et 80% elle qui va te diriger. Et j'en parlerai dans la vidéo où je vais expliquer mon expérience avec elle, mais c'est exactement ça que j'ai ressenti. J'avais mon intention et puis quand je l'ai pris, c'est elle qui me guidait là où je devais aller. La marijuana, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'elle va se nourrir quelque part à 80% de ton intention et le 20% c'est elle qui va faire. Donc ça veut dire que moi, quand je l'ai prise, qui avait cette intention de développement personnel, de me libérer de mes peurs et tout ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle fait ok, tu vas t'en libérer, paf, je refais tout mon remonté. Et voilà. Donc c'est une sacrée plante qui est très puissante et je pense que ceux qui vivent bien avec, enfin je sais pas, lisez l'article parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Elle explique aussi que quand on la prend de manière régulière, sans vraiment y mettre d'intention et finalement sans réellement de respect dans le sens où on la prend comme si c'était, je sais pas, de manière assez machinale, et elle va avoir un peu un effet pervers. Et ça m'étonne pas trop parce que quand j'ai pris l'ayahuasca, c'est ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, mais ces plantes, elles sont... C'est bizarre à dire pour ceux qui y croient pas trop ou sont pas trop là-dedans, mais pour moi c'est la première fois que j'ai réellement senti l'esprit d'une plante et j'ai compris, pour l'ayahuasca tout du moins, que si tu la prends sans un minimum de respect et un peu pour le fun, et tu vas te prendre un peu un retour pas très cool parce que elle n'est pas là pour ça. Et je pense que la marijuana, les personnes qui deviennent un peu trop dépendantes et qui finissent par avoir des effets négatifs, c'est un peu ça qui se passe, je pense. C'est la plante qui
qui petit à petit fait comprendre que c'est pas comme ça qu'elle doit être utilisée. Je sais pas si c'est très clair. Après, je sais qu'il y a des personnes qui empruntent toute leur vie et ça se passe hyper bien et ils sont super heureux et ils ont une super relation avec les effets qu'elles procurent. Donc c'est vraiment un point de vue et je sais qu'il n'est peut-être pas totalement exact, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et je pense que c'est pour ça que cette plante peut se retourner contre nous à un moment donné si on l'utilise dans de mauvaises conditions. Pour moi, c'est une plante qui doit être prise comme beaucoup de choses, de manière extrêmement ponctuelle, avec une intention à la clé et accompagnée. Après, je ne critique pas du tout ceux qui la prennent de façon régulière ou de temps en temps, juste pour se déstresser. Chacun fait bien ce qu'il veut. Mais en tout cas, si un jour tu sens que cette plante commence à plus t'apporter de choses négatives que positives, ben, essaye de réfléchir pourquoi, essaye de t'en détacher, peut-être apprends à l'utiliser autrement, demande conseil à des personnes qui s'y connaissent sur le sujet. Tout simplement, je pars également du principe qu'à partir du moment où tu utilises quelque chose comme fuite de ton quotidien parce que tu n'arrives pas à y faire face sans ça, ça peut être... Là, je parle de marijuana, mais c'est pareil avec l'alcool, ça peut être pareil avec rien que le chocolat, le sucre, avec le sport. Il y a beaucoup de formes, quelque part, d'addiction qui peuvent devenir nocives à force et finalement qu'on prend ou qu'on fait pour échapper un peu à son quotidien, mais en échappant à ce quotidien, on s'empêche d'aller voir ce qu'il y a au fond de nous et de régler le problème à la base, je pense, dans l'état totalement naturel. Tu peux être au top de la forme, tu peux être extraverti si tu en as envie, tu peux être détendu, etc. Et tous ces moyens qu'on trouve pour combler, pour s'apaiser, etc., ben, ça devrait être juste ponctuel et ça devrait nous faire un petit tilt à se dire « Ah, pourquoi j'en ai besoin aussi régulièrement? Est-ce que je ne pourrais pas atteindre l'état que j'ai grâce à cette chose, que ce soit le sport, le sucre, la marijuana, l'alcool, etc., de manière totalement naturelle ?» Et souvent la réponse est oui, tu peux. Il faut juste aller voir qu'est-ce qui t'en empêche, mais des fois aller voir ce qui t'en empêche, ça peut être assez impressionnant, assez douloureux, parce que c'est faire remonter des choses en nous qu'on a mis dans notre inconscient à une époque pour une raison bien précise. Mais je pense que quand tu es adulte, en règle générale, et bien accompagné, tu peux enfin refaire sortir ces choses-là pour les traiter, pour les encaisser, pour les digérer et pour surtout t'en libérer. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu as des questions, des commentaires, si tu es d'accord, pas d'accord, si tu t'en fous, n'hésite pas à le dire. Nous sommes tous libres de penser bien comme on veut sur cette belle planète. J'espère en tout cas que ça t'a appris quelque chose. Je te passe du coup le lien de Tina. Elle s'appelle Tina, celle qui a écrit l'article sur l'ayahuasca et le ganja, la marijuana, qui est super intéressant pour ceux qui s'intéressent aux esprits des plantes utilisées dans le chamanisme. C'est très intéressant. Sur ce, je te fais des bisous et je te dis à la prochaine vidéo. Salut!